j'ai des amitiés dans la presse algérienne, des gens qui sont très bien placés, des patrons de presse, et qui attendent vraiment notre arrivée au pouvoir pour pouvoir retravailler avec la France. Monsieur Bianco, vous avez effectué des visites en Algérie. Robert, lui, au niveau de la région, il y a des relations avec le Maghreb. Pourquoi ça marche bien avec Michel Vauzel et ça ne marche pas avec Nicolas Sarkozy? Donc, l'arrivée au pouvoir des socialistes est vraiment attendue de l'autre côté du Maghreb. On parle de la construction du Grand Maghreb. Il y a un problème qui ne vous échappe pas, c'est le Polisario, l'affaire du Sahara occidental qui empoisonne cette relation entre l'Algérie et le Maroc. Donc, Monsieur Bianco, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je vais essayer, mais j'aimerais qu'après, Robert ou d'autres parlent aussi de leur expérience, parce que c'est toute l'idée justement de lier ce qu'on a appris, les liens humains qu'on a dans la coopération décentralisée et la vision de la coopération au niveau des États. Pour prolonger un peu votre réflexion, j'étais à Marseille, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours. C'est quand on est en campagne, on perd un peu la notion du temps parce qu'on enchaîne les réunions, pour un colloque organisé par Marianne sur l'Algérie 50 ans après, où il y avait des gens vraiment passionnants et extrêmement divers. Je voulais donner une note particulière. On a été accueillis quand on arrivait, c'était au théâtre de la Criée, par des manifestants extrêmement violents au niveau des paroles. Moi, j'avais cru que c'était la droite qui l'avait monté. Apparemment, non. C'était des pieds noirs ou des enfants de pieds noirs. Et à la réflexion, on en a parlé. Alors, les organisateurs sont allés discuter avec eux, mais c'était terrible. Pour eux, ça s'était arrêté en 62. Et j'ai vu des pieds noirs de gauche pleurer et nous dire « on m'a traité de poseur de bombes. Vous êtes les amis du FLN », puis il y avait le secrétaire général du FLN qui était là. Bon, c'est pour dire que la douleur des deux rives de la Méditerranée, elle est loin d'être effacée pour cette guerre, et qu'il y a d'abord un travail de mémoire à faire, que fait admirablement Benjamin Stora, qui est un ami, qui était présent là, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec François Hollande sur la relation avec le Maghreb. Il faut qu'on arrive, et ça prendra du temps, à avoir des historiens. Benjamin a fait un bouquin avec un historien algérien déjà, et qu'on arrive, ce qu'on a mis à peu près 50 ans à faire avec les Allemands, on n'est pas tout à fait, à avoir les mêmes récits d'histoire dans nos livres d'histoire. Il y a une deuxième difficulté, je ne sais pas quel est votre avis ou quel est l'avis des autres personnes ici, il y a cette demande répétée, forte, insistante du pouvoir algérien de faire acte de repentance. Un certain nombre d'Algériens, donc moi je ne sais pas ce que c'est dans les profondeurs du peuple algérien, m'ont dit c'est pipeau, c'est bidon, quand ça va mal en Algérie, on dit c'est la faute aux Français ou c'est la faute aux Marocains. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Sans parler des problèmes internes français, on n'est pas obligé de célébrer que les aspects positifs de la colonisation, mais enfin, c'est quand même un sujet délicat et douloureux aussi en France. Donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit un préalable, et François Hollande a fait une interview au millimètre dans Al-Watan, au millimètre sur ces questions-là, qui, je crois, répondait à tous les drames, ceux des pieds noirs, ceux des harkis, ceux des 300-400 000 morts algériens, ceux des 2 millions de personnes déplacées, enfin, bon. Sans oublier ce qu'on a quand même construit ensemble, sans oublier que les pieds noirs qui reviennent en Algérie sont admirablement accueillis aujourd'hui. Donc, cet aspect de poids historique, de poids des mémoires est énorme. Je ne crois pas, moi, beaucoup à cette idée de repentance. On a eu un autre, pardonnez-moi, je prends un détour, j'ai eu un débat, moi, avec Saïd Saadi, le patron du RCD, Rassemblement culturel et démocratique, qui est kabyle. Et le thème qu'on nous avait proposé était vraiment intéressant, mais je ne vais pas développer là, c'était une démocratie moderne est-elle nécessairement laïque ? Ce qui était son point de vue, encore plus que le mien, mais bon. On a eu des débats vraiment extrêmement intéressants. Mais je reviens maintenant à votre question. François Hollande s'est rendu d'ailleurs en Algérie il n'y a pas très longtemps, il n'était pas encore le candidat officiel du Parti socialiste. Et il faut qu'on travaille avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye qui pose encore d'autres problèmes. Il faut qu'on ait une vision peut-être d'abord bilatérale. Parce qu'il faut aussi que le Maghreb, l'union du Maghreb arabe, qui progresse lentement avec des allées et des retours, se construise. Donc je pense qu'il faut qu'on pense d'abord bilatéral. Bilatéral au niveau des relations humaines. Avec la Tunisie, on a beaucoup de franco-tunisiens, notamment dans les Alpes-Maritimes, où j'ai fait un débat avec eux il y a quelque temps. On a des franco-algériens ou des Français d'origine algérienne. Même chose que les Marocains. Donc il faut qu'on utilise ces liens personnels pour, comme je le disais, des entreprises, des échanges universitaires, ça existe, des échanges hospitaliers, des entreprises agricoles communes. Je crois que c'est ça la bonne manière de faire, dans le respect
bien entendu. Travail de mémoire long et difficile. Alors, Polisario, je vous dirais franchement, je ne sais pas quelle est la solution. Je ne sais pas quelle est la solution parce qu'il y a des résolutions très nombreuses et anciennes des Nations Unies qui disent référendum autodétermination. Le problème, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'on prend comme corps électoral. Suivant où on le prend, on a Polisario plutôt indépendant algérien, on a plutôt marocain. Donc je veux dire que là-dessus, je ne sais pas quelle est la solution. Mais j'aimerais, si vous permettez, que Robert dise un mot, et d'autres peut-être ici, sur, puisque toi tu as une expérience de cette coopération avec l'Algérie. Oui, la région, sous l'initiative de Michel Vauzel, a développé une politique de coopération décentralisée. Je pense qu'on a été une des premières régions à le généraliser, à le faire de manière systématique et permanente. D'abord avec les peuples qui sont en face de nous, les peuples méditerranéens, les peuples du Maghreb, l'Italie, puis maintenant au-delà, puisque ça va jusque sur le continent sud-américain, mais en partant d'expériences et des choses très pratiques. Et c'est plus facile pour les collectivités locales que pour les États, puisqu'il n'y a pas déjà tout cet appareil d'État, toutes ces contradictions, toutes les pressions politiques, les pressions historiques qui pèsent sur les relations entre, de manière décontractée, pratiquement informelle parfois dans les contacts, que ce qu'il peut avoir dans la coopération entre États. Et donc on est parti sur des expériences sur l'eau, sur l'agriculture, sur les étudiants, l'université, le printemps des jeunes notamment, où on l'a élargi, alors que c'était plutôt c'est Jean-Claude Godin qui a créé le printemps de la jeunesse, mais c'était le printemps des lycéens de la région. Et puis on en fait un printemps des lycéens de l'ensemble des peuples dans la Méditerranée. Et dans quelques jours, à Martigues, il y aura des jeunes Palestiniens, il y aura des jeunes Israéliens, il y aura des jeunes Marocains, des jeunes Tunisiens, des jeunes Algériens, des jeunes Crétois, des jeunes Grecs. Et donc, par la jeunesse, par les étudiants, par les entrepreneurs, par la remise à niveau des tombes aussi, des rapatriés. Ça a été une des premières initiatives. On a travaillé d'abord en Algérie, travaillé avec des associations de rapatriés, et on s'est aperçu que dans les wilayas, eh bien, ça a été une opération qui a été aidée au niveau local, et que maintenant ils peuvent aller se recueillir dans des tombeaux chrétiens, catholiques, qui ont été remis, qui ont été rénovés grâce à la politique régionale et aussi à la politique des autorités locales. Et on s'aperçoit que cette politique décentralisée, qui n'a pas toujours été très bien acceptée par les autorités de tutelle, il faut le dire, notamment par les chambres régionales des comptes. C'est qu'est-ce que va faire une collectivité locale en ayant une politique étrangère. Oui. Aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs, c'est beaucoup de régions de France la pratiquent. Et je crois que c'est une des portes d'entrée dans une région où, avec les relations d'État à État, sont plus sensiblement compliquées. Et donc, quand les collectivités locales, les élus locaux se mêlent de cette proximité, ça permet parfois, après, à l'État d'y aller. Et souvent, d'ailleurs, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs, appellent parfois avant la région plutôt que les services de l'État. Donc, il y a un savoir-faire qui a été créé. Il y a un service très compétent avec des jeunes gens et des jeunes cadres très dynamiques. Et maintenant, il y a une vraie politique. Alors, on ne dit pas politique étrangère, puisque c'est du ressort de l'État. C'est une politique régalienne, mais une politique décentralisée, dynamique et décomplexée. Voilà, sur des problèmes très concrets. Et avec des bilans d'évaluation, parfois des difficultés, mais on s'aperçoit que dans le temps, en 10 ans, les choses ont avancé, on souhaiterait aller plus loin. Et c'est dans le programme de notre candidat, associer les collectivités locales, en matière de transport notamment, on a un certain savoir-faire, en matière d'eau, d'échange, associer plus les collectivités locales à cette pratique. Puis après, quand il y aura l'habitude de travailler ensemble, je pense que les accords d'État seront rendus plus simples. Oui, je crois que c'est très important ton témoignage et ce que tu as dit. J'ajoute juste une chose par rapport aux difficultés qu'on nous a faites. Il a fallu attendre 1992, la loi Joxe, pour dire qu'on avait le droit. Mais c'était très mal vu à l'époque des ministères, et notamment des gens des affaires étrangères. Laissons la diplomatie aux diplomates professionnels. Même chose pour les parlementaires. Quand on a commencé à avoir des missions, alors on disait, bien sûr, vous allez en vacances. Or, de parlementaire à parlementaire, on peut parfois faire bouger les choses moins facilement. C'est la coopération décentralisée, c'est encore plus utile. Mais là aussi, il y a une diplomatie parlementaire, moi j'hésite pas à dire le mot, à condition qu'elle soit coordonnée avec l'État, de même qu'il y a une forme de diplomatie de fait, de solidarité au niveau des régions, et c'est comme ça qu'il faut continuer. Juste un mot. Oui, Mireille. Oui, juste un mot à ajouter à ce qu'a dit Robert.
c'est que en plus, et je crois que tu l'as dit aussi tout à l'heure, Jean-Louis, ça ne coûte pas cher. Et ça produit des effets très intéressants. Moi, j'ai eu la chance d'aller avec Michel Vauzel en Égypte et au Liban, justement pour signer des accords de coopération. Et au Liban, moi, j'ai eu la surprise de découvrir que ce qui était demandé, c'était vraiment pas grand-chose pour nous, mais c'était essentiel pour eux, notamment en termes d'agriculture. Parce que d'ici, on ne se rend pas compte, mais les Libanais me disaient, mais quand on fait la guerre pendant 25 ou 30 ans, il y a toute une génération où on n'a pas transmis de savoir. Et ce qu'on attend de vous, c'est justement nous apprendre, nous réapprendre comment cultiver la terre. Aujourd'hui, on utilise trop de pesticides, trop d'engrais, ça coûte très cher, en plus, c'est pas bon pour notre santé. Et donc, ils attendaient de nous simplement qu'on envoie des gens pour leur expliquer, leur réapprendre ce qu'ils avaient oublié à cause de la guerre. Et c'était le cas aussi pour entretenir la forêt. La forêt libanaise a subi de graves dégâts et beaucoup d'incendies, toujours à cause de la guerre, et leur forêt est tout à fait similaire à la nôtre. Et nous, on sait, alors pour autant, on a quelquefois des incendies, mais on sait quand même nettoyer la forêt et gérer le problème des incendies. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'on envoie au Liban, mais ailleurs aussi, des jeunes volontaires de la région qui sont donc mandatés par nous. Ça coûte pas très cher. Et non seulement on aide ces pays voisins et amis, mais en plus, ça fait de l'expérience pour ces jeunes qui vivent là une aventure. Enfin, moi, j'en ai rencontré une aventure tout à fait intéressante. Alors sur la coopération décentralisée, c'est surtout la région, mais juste deux expériences du département. Nous, on travaille plutôt en soutien au niveau du Conseil général d'initiatives d'ONG ou d'associations, sauf quand il s'agit de faire de la formation administrative de cadres communaux ou provinciaux. Mais deux exemples qui vont tout à fait dans le sens de ce que dit Mireille. On a fait avec d'ailleurs la Chambre d'agriculture du 04 une très belle coopération avec des paysans palestiniens sur l'huile d'olive. Évidemment, comme toute la Méditerranée, ils ont la culture de l'huile d'olive, sauf que dans la récolte, dans la conservation, il y avait un certain nombre de problèmes qu'ils ont évidemment très vite compris. Et du coup, des jeunes de village, au lieu d'être dans le désespoir, voire dans la violence, ont retrouvé un peu de travail autour de l'huile d'olive. Autre exemple, des jeunes du centre de formation des apprentis de Digne sont allés au Burkina pour construire des centres médico-sociaux. Et ils ont appris, j'étais très impressionné par le témoignage, ils m'ont dit, on a appris l'économie de moyens. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on économise l'énergie, on économise les matières premières. On a appris ça des Africains.